Mes très chers baladonautes, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je vais vous conter une histoire vraie, tirée des annales judiciaires, mais au lieu de me concentrer seulement sur l'histoire telle que la justice l'a retenue, je conclurai par une interprétation personnelle, ce que je pense être la vérité, ce qui s'est réellement passé et que la justice n'a malheureusement, ou heureusement, pas pu considérer. En premier lieu, je dois vous avertir que, si l'histoire est vraie, l'interprétation finale est purement personnelle et n'engage que votre hôte. L'exercice, purement intellectuel, n'a pas pour vocation de vilipender, d'énoncer ou clouer au pilori, mais simplement de divertir en apportant un autre point de vue, d'autres hypothèses ou perspectives fondées toutefois sur les éléments de l'enquête. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice régulier, qui ne remplace en rien un vrai procès, avec de vraies preuves. L'objectif n'est toutefois pas de condamner, mais de montrer, preuves à l'appui, que la vérité découle de l'interprétation des mêmes événements factuels. Toutes les différences, tous les désaccords reposant sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En second lieu, je dois préciser que cette chronique sera entièrement au format audio afin que vous puissiez suivre cette histoire tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est connue sous le nom de l'affaire Méo, du nom de Martine Méo, l'agresseur et non la victime. Exceptionnellement, je dispose d'extraits d'un entretien où elle explique les circonstances du drame. Je vous demanderai de bien faire attention à la façon dont elle parle et au vocabulaire qu'elle emploie. Des indices y sont cachés. Au milieu des années 50, Claude Méo et sa compagne rentrent du Maroc, où ce dernier a effectué son service militaire, et s'installent en Normandie. C'est là que naît Martine, en 1957. Selon les témoignages de sa compagne, Claude ne veut pas de cet enfant. Martine n'est pas désirée. Ce n'est qu'à 13 ans qu'elle sera reconnue par son père. Elle conservera ce rejet comme une blessure qu'elle portera toute sa vie. Même si elle cherchera à tirer un trait sur ce père dictateur qui ne l'a jamais aimée, elle ignore encore, à ce moment-là, que cet homme ne la quittera jamais. En 1963, la famille déménage et s'installe à Montpellier. En 1965, Martine voit naître sa sœur Pascale. Déjà animée d'un esprit de revanche envers son père, Martine est sur la mauvaise pente. Elle se retourne même contre cette petite sœur qui subit quelques gestes déplacés et dangereux. Elle tente par exemple de la pousser hors du landau. Pas vraiment de quoi remonter dans l'estime de ce patriarche autoritaire et bourru. Ne pouvant plus supporter ce père qu'elle déteste, Martine prend l'habitude de fuguer à partir de 14 ans. Elle a une forte tête, son père aussi. À chaque fois qu'elle craint de prendre des coups, elle fugue. Elle fugue toujours plus loin, toujours plus longtemps. Tant et si bien qu'elle finit par se retrouver à Paris et rencontrer le futur père de sa fille. Elle commence à travailler dans le restaurant où travaille son compagnon et vole dans la caisse. La première fille de Martine, Séverine, naît en 1976.
Comme la vie de Martine est encore instable et précaire, elle confie sa fille à ses parents qui l'élèveront jusqu'à ses 14 ans. Quand on est jeune, sans le sou, dans une ville comme Paris, il faut trouver des moyens de subsistance. Attirée par le luxe et l'argent facile, elle arrondit ses fins de mois avec la petite délinquance et la prostitution occasionnelle. En 1981, ses parents se séparent. Claude Méot quitte sa compagne. Martine, elle, poursuit son errance, malgré les 5 compagnons, dont 2 maris et 2 enfants, Séverine et Alexandra, sa sœur cadette. La vie de Martine est en dents de scie. Parmi ses compagnons, elle en épouse un pour divorcer 3 mois plus tard, ce qui ne l'empêche pas de vivre avec un autre durant 10 ans. Son instabilité matrimoniale et affective a des répercussions sur sa vie économique. La solution rapide et facile de la délinquance la pousse en prison. 3 mois pour vol, recel et falsification de documents. Malgré les années qui passent, sa vie demeure chaotique, restant toujours sur le fil du rasoir, sans jamais se poser définitivement et trouver le repos. Jusqu'en 2003. Elle rencontre Michel Tabanou en 2003, un homme qu'elle avait déjà rencontré auparavant et avec lequel elle a décidé de renouer. Elle s'installe chez Michel, donc, qui possède une maison à quelques kilomètres de Saint-Laurent-des-Bâtons dans le Périgord. En lui, elle a l'impression parfois de voir son père, par ses attitudes, jusque dans les cigares qu'il fume et dont elle reconnaît l'odeur. Le couple est atypique. Lui est plutôt campagnard, elle est plutôt citadine. Mais il a une assise. Il a une maison, gage de stabilité et de sécurité. Cette situation est importante pour une femme comme Martine, qui est habituée au chaos. Les deux étant très différents, des disputes éclatent. Il aime recevoir ses amis chez lui, elle lui reproche d'inviter des amis qui ne sont que des parasites. De son côté, elle vit mal la relation car elle a l'impression d'être mal considérée, rabaissée, humiliée, mise de côté. En réponse, elle lui lance les objets qu'elle a sous la main, et un jour, elle le menace avec un couteau, ou pour crever les pneus de son véhicule. On ne sait pas trop, les témoignages divergent. Malgré une relation sur le long terme, la vie avec Martine n'est pas de tout repos. Une vie en dents de scie promet un caractère en dents de scie qu'il faut savoir gérer ou contenir. La méthode la plus simple étant la fuite. Pour éviter Martine, Michel s'éclipse comme il peut, autant qu'il peut. Le 28 juillet 2007, le couple se rend dans le village de Bugues, à 22 km de leur lieu de résidence, afin de rendre visite à des amis de Michel qui doivent préparer un anniversaire. Alors que la visite aurait dû bien se passer, Martine ne supporte pas la présence d'une jeune femme qu'elle soupçonne de s'intéresser un peu trop à son homme. Les 2 femmes s'ignorent, rien de plus, pour l'instant. Cependant, Martine est une cocotte minute sous pression. Le couple quitte leurs amis vers 23h. Ils ont bu un peu plus que de raison. Le retour en voiture est tendu. Martine reproche à Michel de se laisser draguer. Michel trouve qu'elle est jalouse et s'imagine des choses. Martine demande de s'arrêter pour fumer une cigarette. Michel finit par obtempérer. Elle descend donc pour fumer sa cigarette. Michel s'impatiente. Il est tard. Il est fatigué physiquement et psychologiquement. Il a pris de remonter en voiture, ce qu'elle refuse, sa cigarette n'étant pas achevée. Alors,
Il claque la porte et démarre, laissant sa compagne sur le bord de la route, toute seule. Il est presque minuit. Elle attend, imaginant qu'il va revenir, mais non. Alors elle se résigne à rentrer à pied, en pleine nuit, sans sac à main, sans téléphone, à rien. Il lui faut 3 heures pour rentrer. Mais elle ne va pas tout de suite dans la chambre de Michel qui s'est couché et dort déjà. Elle s'assure d'abord que sa petite fille est bien couchée et que sa mère, qui vit sous le même toit que le couple, est également couchée et n'a besoin de rien. Elle se rend ensuite dans la chambre commune, annonce qu'elle est revenue, mais Michel qui dort l'entend à peine. Elle ne peut donc pas finir la conversation commencée en voiture ou vider ce qu'elle a sur le cœur. Une frustration d'autant plus importante qu'elle vient de passer 3 heures à marcher en pleine nuit au milieu de la campagne. Elle sort donc fumer une cigarette. Alors qu'elle est dehors, sur la terrasse, son regard tombe sur la carabine qui traîne dans un coin. Elle a l'idée de s'en emparer afin d'être écoutée. Pour le dire simplement, elle a gros. Là, je suis revenue, j'ai été dans la chambre et je lui ai dit « je suis arrivée ». Et je suis sortie. Je suis partie fumer une cigarette. Et je me suis accroupie sur la terrasse, je caressais mes chiens. Et d'un coup, je me suis retournée, j'ai vu le canon de l'arme. Et là, j'ai dit, il va m'écouter. Et puis voilà, mais je voulais absolument pas, je voulais pas le tuer. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je tenais le fusil dans la main gauche, je l'ai réveillé avec la main droite. Et j'ai dit, écoute, maman, il faut qu'on parle, il faut que ça s'arrête. J'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Il s'est retourné, il m'a regardé, et d'un coup, j'ai entendu paf. J'ai pas vu de sang, rien du tout. Il m'a dit, je me lève, il s'est levé. Dans ma tête, ça a été... Il y a eu ce bruit, mais bon, c'est bon. Je suis revenue à... Vraiment, ça m'a remis tout de suite. Et pas de sang, donc c'est parti dans le matelas. Pour moi, c'était dans le matelas. Et c'est quand je suis arrivée sur la terrasse que j'ai vu les chiens sur la terrasse qui étaient en train de lécher quelque chose, que j'ai regardé, que j'ai vu que c'était du sang et que j'ai vu après sur son t-shirt la tache s'élargir. J'ai posé l'arme, j'ai été le coucher et j'ai appelé les secours. Lorsque les secours arrivent sur place, Martine Méot les attend. Michel est immédiatement pris en charge et transporté aux urgences de l'hôpital de Périgueux. De son côté, Martine Méot est entendue par les gendarmes et raconte son histoire. Son compagnon venait de l'abandonner à 15 km de la maison et elle a dû rentrer à pied. En colère contre lui, elle prend une carabine en rentrant, entre dans la chambre où Michel se repose et lui tire dessus. Et c'est là que les témoignages divergent. Selon Michel, elle aurait déclaré « crève charogne » avant de tirer, ce qui induirait alors une intention de tuer, ce que Martine dément. Le coup est parti malencontreusement. Plus étrange encore, dans la première déclaration faite aux enquêteurs, elle déclare avoir pris l'arme, l'avoir chargée avant de se rendre dans la chambre. Dans un second temps, elle nie l'avoir chargée, la nouvelle version étant qu'elle a pris l'arme qui était déjà chargée, prête à l'emploi. Une arme de petit calibre qui sert généralement à faire fuir les chiens errants qui s'aventurent trop près de la maison. Elle prend donc l'arme, monte dans la chambre, secoue Michel d'une main, tenant l'arme dans l'autre, et le coup part. Le coup de feu peut-il partir aussi facilement ? Selon l'expert balistique, l'arme elle-même n'a pas été trafiquée, ce qui signifie que la force nécessaire pour actionner la queue de détente exclut toute action accidentelle. De plus, il estime que le coup de feu a été tiré à environ 1,50 m, soit
à peu près depuis le pied du lit et non à côté de la victime. Fort heureusement, le calibre de 6 mm est un calibre de petite taille avec peu d'énergie. Il a heurté une côte, ce qui l'a ralenti encore plus et limité les dégâts. Après une opération, Michel Tabanou est hors de danger et peut bientôt rentrer chez lui. S'il va bien physiquement, il est encore traumatisé par cette mauvaise expérience. Ce n'est pas parce qu'il a survécu à ses blessures que Martine peut échapper à la justice. Infliger des blessures pouvant entraîner la mort, même accidentelle, relève de la justice pénale avec une peine de prison à la clé. Toute la problématique réside donc dans l'intentionnalité de tuer, ce qui fait toute la différence et engage la tentative d'homicide avec un petit supplément de privation de liberté. Le procès de Martine Méot commence donc le 6 avril 2010 à Périgueux, en Dordogne. L'intentionnalité de tuer étant la pierre d'achoppement, elle devient naturellement la question centrale du débat, définissant alors les arguments de chaque camp. Nous l'avons évoqué, l'expertise balistique a évalué que le coup de feu ne pouvait pas être accidentel et tiré à une distance d'environ 1,50 m. Autre fait en défaveur de l'accusé, Martine a d'abord déclaré avoir chargé l'arme avant de s'en servir, puis a changé ses versions des faits en déclarant que l'arme était déjà chargée quand elle s'en est saisie. Bien entendu, charger une arme tend à démontrer l'intentionnalité. C'est lui qui s'en occupait, de charger, décharger, je sais pas en fait si elle était... Alors après, je me suis retrouvée à la gendarmerie, on m'a dit vous avez chargé l'arme. Bon bah oui, je l'ai chargée. En fait, j'ai pris l'arme, mais j'ai pas calculé de balles. C'était pas les balles qui m'intéressaient, c'était faire peur, exister par quelque chose qui va montrer que je suis d'égal à égal, quoi, puisque j'étais inférieure à lui. Même si cette dernière version est plus à son avantage, changer sa déclaration n'est jamais à l'avantage du déclarant. Ajoutons à cela la déclaration de Michel qui prétend avoir entendu « crève charogne » avant le coup de feu, et Michel, lui, a toujours été consistant dans ses déclarations. Pour tenter de trancher et tenter de connaître l'état d'esprit de Martine ainsi que sa crédibilité, une enquête de personnalité est effectuée. Certains témoins ont avoué avoir peur de Martine Méot. Sous ses airs de victime, elle cache une certaine violence. La co-détenue en prison avait peur d'elle. Même la propre mère de Martine a peur d'elle. Elle explique aussi que Martine sait manier les armes à feu, parce que son père avait des armes, et qu'elle a montré auparavant une aptitude à les utiliser en menaçant ses parents avec. Si l'intentionnalité est le point central, toute l'action centrale tient dans le maniement de l'arme en question. Martine se défend. Si elle avait eu réellement l'intention de tuer, elle aurait utilisé une arme de plus gros calibre. Il y en avait d'autres à disposition dans la maison. Oui, si elle avait voulu le tuer, elle aurait pu utiliser ces armes. Alors, tentative de meurtre ou violences involontaires avec arme? Tentative de meurtre ab irato, c'est-à-dire sous l'effet de la colère. L'avocat général réclame 5 ans de prison avec obligation de soins. Si elle ne se plie pas à l'obligation de soins, elle devra se soumettre à une peine complémentaire. Si cette mécanique d'obligation de soins est abordée, c'est parce que l'accusé refuse d'admettre qu'elle en a besoin. Les experts psychiatres et psychologues ne sont pas confiants quant à une éventuelle récidive, ce qui exposerait d'autres personnes. Une obligation de soins est donc requise. Martine est reconnue coupable pour les faits de tentative de meurtre avec circonstances aggravantes liées au lien de concubinage. Pour les violences aggravées, le jury ne s'est pas prononcé.
Elle est condamnée à 5 ans de prison, assortie d'un suivi socio-judiciaire durant 3 ans avec injonction de soins. Martine Méot ne fera pas appel. Le verdict est définitif. Ainsi, la justice des hommes a été rendue. Si la justice a été rendue, a-t-elle été bien rendue? Revenons un instant sur les hypothèses. Tout d'abord, l'usage d'une arme de petit calibre. Et si j'avais vraiment eu cette intention de tuer, je serais allée là où il y avait les armes. Et j'aurais chargé une arme de gros calibre. Je sens qu'il avait des 10, des 12, des... Oui, 10, 12, 16, enfin bon, il y avait un peu tout. Je savais tout à fait où c'était. Les cartouches, elles étaient juste à côté du téléphone et sur la cheminée. Enfin, je veux dire, je savais où c'était. Si j'avais cette intention de tuer, j'aurais été chercher une arme pour tuer. Si elle avait voulu le tuer, elle aurait utilisé une arme de plus gros calibre. Soit. Positionnons-nous de son côté, c'est-à-dire une personne qui ne connaît rien aux armes, et dans ce cas, comment ferait-elle la différence entre les calibres? Une arme à feu reste une arme à feu. Elle prend la première qu'elle trouve parce que ça ne fait pas de différence pour elle. De plus, la plupart des crimes et délits sont réalisés par opportunité. Ce qui veut dire que son choix d'arme ne s'est pas porté sur le petit calibre parce qu'elle a pensé à ménager sa victime, mais plutôt parce que, seule sur la terrasse, pensant à son problème et comment le résoudre, son regard est tombé sur cette arme qui était à portée de regard et à portée de main. Question d'opportunité. Le choix de l'arme, surtout une arme à feu, n'est ni une preuve ni une absence de preuve que l'intentionnalité préexistait. Une personne qui dort peut être tuée avec un couteau de cuisine qui sert à couper des oignons ou de la viande. Le couteau n'est pas conçu pour tuer des humains, mais ça fonctionne très bien malgré tout. De plus, toute arme à feu, excepté un pistolet d'alarme, est conçue à minima pour tuer. C'est le risque majeur que vous prenez quand vous maniez une arme à feu. C'est bien d'ailleurs pour cette raison que les pistolets d'alarme existent. Parce que la personne qui est visée par l'arme sait, au moins intuitivement, qu'une arme à feu sert à tuer. Sans cela, la force dissuasive d'un pistolet d'alarme s'annihilerait. De plus, par habitude, au moins intuitivement, nous comprenons que plus une arme à feu occupe de l'espace, plus elle est puissante et donc létale. Au premier abord, un fusil est donc plus impressionnant qu'un pistolet. Si elle n'avait aucune connaissance des armes, elle n'avait aucune raison de penser qu'un 6 mm ne pouvait pas le tuer. Par ces arguments, elle devient soit brusquement experte en armes à feu, soit elle profite de la logique après coup, un coup de chance, pour se dédouaner en réécrivant l'histoire. Donc non, cette hypothèse ne prouve ni l'intentionnalité, ni le contraire. Ce qui a pu jouer, en revanche, est la situation inverse. Michel a reconnu l'arme qu'elle tenait dans les mains et ne s'est pas inquiété assez, pensant à la fois qu'elle ne serait pas capable de tirer et que le calibre était trop petit pour représenter un réel danger. Il a très probablement sous-estimé l'une ou l'autre de ces situations. Et ces blessures sont bien la preuve qu'une arme, même de petit calibre, peut tuer un homme adulte. Sa survie est plus liée à un coup de chance. Ainsi, en évaluant mal la situation, il a réagi de façon nonchalante, que Martine a interprétée comme une provocation de plus. Frustrée, humiliée, elle a appuyé sur la détente sous l'effet de la colère. Si l'intentionnalité est focalisée sur les événements survenus simultanément au coup de feu, afin de comprendre son état d'esprit à ce moment précis, nous pouvons y voir plus clair grâce aux événements qui ont suivi. En effet, lorsqu'elle a vu que son compagnon était blessé et qu'il saignait de plus en plus, elle a eu le bon réflexe d'appeler les secours. Ce comportement à lui seul montre malgré tout sa bonne volonté
met un doute raisonnable sur la volonté de tuer. En déclarant un acte ab irato, l'avocat général a donc bien évalué une situation complexe et confuse, même si la question de l'intentionnalité reste toujours en suspens et irrésolue. Cependant, le doute doit profiter à l'accusé. Des zones d'ombre qui n'ont, heureusement, pas empêché la justice de faire son travail et de rendre un verdict. Ainsi, malgré tout, la justice a tranché. Il y a pourtant un petit détail qui me chiffonne. Un tout petit détail. Écoutons ce que Martine dit elle-même. Je tenais le fusil dans la main gauche, je l'ai réveillé avec la main droite. Et je dis, écoute, maman, il faut qu'on parle, il faut que ça s'arrête. J'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on parle, il faut que ça s'arrête. Je n'en peux plus, il faut que ça s'arrête. J'ai une question pour Martine. Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Tu voulais qu'il t'écoute, et donc? Tu voulais qu'il arrête de ne pas t'écouter? C'est un peu compliqué comme phrase. Ou alors, tu voulais qu'il arrête de se faire draguer par toutes les femmes aux alentours? Tu voulais qu'il arrête de vivre? Ou bien tu voulais qu'il arrête de te tourmenter? À t'entendre, tu n'es que la victime. Tu as pris une arme au hasard, tu ne savais pas qu'elle était chargée, le coup est parti tout seul. Voilà ce qui s'est passé. Si vous avez suivi tous les épisodes, notamment les épisodes hors série, alors vous avez immédiatement reconnu Martine Méo. Un enfant mis à l'écart, rejeté ou rabaissé par un de ses deux parents, l'autre étant généralement plutôt effacé, conduisant à une immaturité. Un individu immature n'aura donc pas les capacités d'un adulte fonctionnel, tant pour les autres que pour lui-même, pour trouver des moyens stables de subvenir à ses besoins, ce qui se traduit bien souvent par la délinquance ou la prostitution, les deux étant un moyen de gagner rapidement de l'argent avec un minimum d'efforts et de compétences universitaires. La maturité ne peut s'acquérir qu'en passant par toutes les étapes nécessaires à la croissance, comme les barreaux d'une échelle ou les marches d'un escalier. Si l'on en rate une, il faut la reprendre. Cela ne vous étonnera pas dans le cas d'un examen. Si vous échouez, vous devez repasser l'examen. Tant que vous échouez, vous devrez faire un nouveau tour pour tenter votre chance. Encore et encore et encore. Entre le moment où nous naissons et celui où nous devenons adultes, une lente maturation se produit. Il faut près de 20 ans, 20 longues années d'efforts quotidiens, durant lesquels nous apprenons à négocier avec notre environnement et les gens qui nous entourent. Lorsque nous sommes prêts, nous arrivons à maturité. Avant cela, nous sommes immatures. Cette maturation est une propriété inhérente au vivant. La durée de leur maturation rend les humains fragiles à bien des égards. Sur 20 années, il existe une multitude de petits événements qui peuvent faire basculer un individu vers un chemin plutôt qu'un autre. Heureusement, nos parents sont généralement là pour nous guider et nous aider à atteindre cette maturité sans dommage. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu parce que les parents ne sont pas à la hauteur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mise de côté par son père, Martine n'a pas pu atteindre sa pleine maturité. Pour atteindre sa pleine maturité, elle doit donc achever sa formation, pour ainsi dire. Et le chemin passe par son père, comme un compte qu'elle doit solder pour s'en délivrer une fois pour toutes.
Ce n'est déjà pas facile quand on y met de la bonne volonté, c'est encore pire dans le cas inverse. Et les parents de Martine n'y ont pas mis de la bonne volonté. Pas simplement son père, mais aussi sa mère, qui n'a pas su tempérer et opposer de résistance ou s'interposer racée entre le père et la fille. Il est intéressant de souligner l'absence de lien marital entre les parents de Martine. Ce qui sonne comme une liberté individuelle devient, dans ce contexte, un drapeau rouge, presque un facteur aggravant. Ainsi donc, Martine Méot est immature. Elle doit donc passer par les marches qu'elle a manquées pour devenir un adulte fonctionnel. Et pour cela, elle doit relire le même chapitre de son histoire afin d'intervenir pour agir par elle-même et changer la fin. Cependant, l'immaturité est un poids qui transforme l'individu volontaire en victime. Même cause, même conséquence. Même conséquence parce que même cause. Par sa relation inachevée avec son père, elle cherchera toute sa vie à l'achever au travers de ses rencontres, notamment ses relations avec les hommes, individus ressemblant à son père, avec lesquels elle reproduira les mêmes schémas. D'ailleurs, Martine l'a dit elle-même, Michel lui rappelait son père, jusque dans l'odeur des cigares qu'il fumait. En lui, parfois, j'avais l'impression de voir mon père. Alors, je l'avais dit à ma sœur, j'ai dit, mais on dirait papa, parce qu'il avait des attitudes que je retrouvais, en fait. Il fumait les mêmes cigares que mon père, enfin, je veux dire, des choses... Il ne faut jamais négliger le pouvoir des odeurs. Les capteurs sensoriels sont directement reliés au cerveau, sans les filtres habituels. Il est très difficile de les contourner. Martine Méot n'a pas rencontré Michel Tabanou par hasard. Elle est allée le chercher, elle lui a couru après. D'habitude, c'est l'inverse. Il revient à l'homme de poursuivre la femme de ses assiduités. Et si les rôles ont été ici inversés, ce n'est pas parce que Martine est une femme moderne qui a déconstruit les rôles, mais parce que Michel ressemble à son père et qu'elle a des comptes à régler avec ce dernier. Martine est donc immature, bloquée dans un cercle vicieux relationnel, comme un destin qui se répète indéfiniment. Et elle rencontre Michel, ou plutôt, elle renoue avec Michel. Ce n'est pas lui qui l'a poursuivie, c'est elle. Parce que Michel lui rappelait son père, et le pouvoir des odeurs étant très fort, elle ne pouvait pas résister à cet appel. Elle a donc renoué parce qu'elle le connaissait déjà avant et qui lui rappelait son père. Qui d'autre de mieux qu'un succédané de père pour finir une histoire commencée 50 années plus tôt. À partir du moment où Martine rencontre Michel, ça ne peut que mal se finir. En soi, dans l'absolu, cette situation n'est pas un problème. Elle le devient seulement quand l'individu est immature. Ce choix du substitut est issu d'une cristallisation afin de finir une histoire commencée des années, voire des décennies auparavant. Une autre caractéristique souvent mise de côté car sous-estimée, le hasard. Nous avons tendance à penser que les événements que nous vivons ou subissons sont liés au hasard. C'est vrai dans la plupart des cas, pour les adultes fonctionnels. Mais les êtres immatures sont si peu confiants en eux-mêmes et en les autres qu'ils ont besoin de tout contrôler. Donc la part de hasard diminue d'autant. Ainsi donc, Martine a couru après Michel pour ne plus dépendre du hasard et garder le contrôle sur sa vie, ses choix et son avenir. Et en profiter au passage pour éliminer le hasard du comportement de Michel. Il ne faut pas se laisser berner par les apparences. Malgré sa petite voix douce et son air soumis, Martine n'est pas une femme tendre. Son immaturité conduit à un besoin de contrôle, car le contrôle est le moyen imaginé par les gens immatures
pour empêcher qu'on les quitte. Les gens immatures voient des dangers partout, à tel point qu'ils finissent eux-mêmes par les provoquer. À force de vouloir tout contrôler, elle devient étouffante. Et Martine a tout fait pour garder le contrôle. Elle tente de faire le ménage dans les relations de son compagnon, arguant qu'ils ne sont que des parasites. Moins il y aura de gens autour de lui, plus elle pourra le contrôler facilement. Elle a réussi à faire vibrer la corde sensible de Michel en accueillant sa mère, qui a fait un AVC, sous son toit, afin de sécuriser sa situation. À cela, elle ajoute sa petite fille, dont la mère a des difficultés temporaires à s'occuper. En cas de rupture, il devra mettre non pas une, mais 2 femmes fragiles à la rue. 3 si l'on compte la petite fille de Martine. Michel, en homme, protecteur qui se respecte, ne peut pas mettre des femmes à la rue. Il n'oserait pas. Parce que, c'est bien connu, les hommes sont d'un naturel protecteur et chevaleresque. Ce naturel prévisible se retourne contre lui afin de le garder sous contrôle. C'est étudié pour « il n'y a pas de hasard ». Quand Martine déclare que Michel ne la respectait pas, qu'il passait son temps à l'humilier et la rabaisser, c'est curieux de la part d'un homme qui méprise cette femme d'accepter de s'occuper de 2 personnes de plus. Était-ce pour qu'elle soit occupée et le laisse en paix? Ou bien a-t-elle tout simplement imaginé ou interprété à sa guise? Elle n'a retenu que ce qu'elle voulait entendre et mis de côté ce qu'elle a jugé non pertinent. Ou bien une vision de Martine fausse sur la perception d'un homme qu'elle excède et qui devient alors une prophétie autoréalisatrice. Parce que, après tout, quand une personne est insupportable et contrôlante, ne profiteriez-vous pas de la moindre occasion pour la remettre à sa place et lui signifier de balayer devant sa porte avant d'accabler les autres? Ne serait-ce que pour rétablir un peu de justice? Même si au début, vous tentez d'arrondir les angles, vous vous rendrez bientôt compte que ça ne change rien, qu'une personne immature ne grandit jamais et donc que son besoin de contrôle ne disparaît pas. Bien au contraire, il s'étend toujours plus au fur et à mesure que vous cédez du terrain. Et vous finissez irrémédiablement par vous défendre en lançant des petites piques qui sont évidemment mal interprétées, à dessein. Il n'y a jamais de hasard. Michel est désabusé. Selon ses propres aveux, certains jours Martine était calme et tout se passait bien. Et le lendemain, tout pouvait basculer. Donc Michel, en tentant de se défendre comme il pouvait, ne faisait que répondre à Martine qui pouvait alors l'accuser de la rabaisser et de ne pas la considérer. Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, elle ne fait que reproduire ses échecs. Elle a un rôle actif dans cette spirale. Pour être certaine que la partie commence à l'identique, elle place elle-même les pièces sur l'échiquier, chacune bien à sa place. Pire, chaque échec aggrave son ressentiment et sa colère. Les causes étant inversées avec les conséquences, chaque échec est, en quelque sorte, provoqué. Il n'y a pas de hasard. Cette façon de procéder, dans le langage courant, ça porte un nom, le style de vie. Oui, Martine a conçu pour elle un style de vie dont l'échec est le principal objectif. Notez bien, l'échec n'est pas la conséquence, mais l'objectif, le but recherché pour se prouver à elle-même que le problème ne vient pas d'elle, mais des autres. Si le problème vient des autres, il ne vient pas d'elle. S'il ne vient pas d'elle, elle n'est qu'une victime de la méchanceté ou de l'indifférence des autres. Ne vous laissez pas manipuler. Lors de l'enquête de personnalité, un témoin a expliqué que Martine a le chic pour se créer des situations qui finissent mal. 1 fois, hasard. 2 fois, coïncidence. 3 fois, sabotage. Alors, vous pensez toujours que c'est un hasard? Vous le voyez, le style de vie? Comprenez-vous maintenant pourquoi de nombreuses personnes qui la connaissent et la côtoient ne sont pas étonnées, comme si elles savaient que cela allait arriver?
il ne faut pas se méprendre et se laisser attendrir. Les personnes immatures sont à la fois leurs propres victimes et leurs propres bourreaux, provoquant des situations dont elles peinent ensuite à se dépêtrer, soit pour appeler à l'aide, soit pour attirer l'attention, soit pour s'échapper d'un mauvais pas à l'aide d'un plan bancal, mal calculé. Mais jamais, jamais pour s'améliorer soi-même et s'en sortir. C'est d'ailleurs pour cette raison que Martine a toujours refusé le suivi thérapeutique et qui lui a été imposé par la justice, parce que le problème ne vient pas d'elle, bien évidemment. Et lorsqu'elle voit une femme assez jeune et assez jolie pour potentiellement éveiller l'intérêt d'un homme, les hommes étant tous les mêmes, c'est bien connu, alors Michel cédera fatalement à la tentation. C'est déjà écrit. Alors elle tente de faire le ménage, une fois de plus, afin de garder Michel sous son contrôle, une fois de plus. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Martine décide donc de passer Michel sur le grill pour le dissuader de se laisser séduire et de reprendre le contrôle sur lui. Mais cette pression constante, ce contrôle, ce jugement, cette oppression, il en a assez. Et c'est là que Martine sort une astuce de plus pour tester son partenaire, afin de savoir s'il est réceptif aux ordres qu'elle lui donne. Elle lui demande de s'arrêter pour fumer une cigarette. C'est une sorte de tic qu'elle a. Elle a besoin de fumer une cigarette chaque fois qu'elle prépare une stratégie pour reprendre le contrôle. Et là, pour reprendre le contrôle, elle le somme de s'arrêter. Elle aurait pu fumer en roulant. Elle aurait pu attendre d'être arrivée à la maison pour fumer. Si elle lui demande de s'arrêter là, maintenant, au milieu de nulle part, en pleine nuit, c'est pour s'assurer qu'il est toujours réactif, toujours sous les ordres. Ce besoin de contrôle conduit à des attentes inadéquates envers son compagnon, lequel, pour se défendre, lui rend l'appareil, donnant. Sauf que cette réponse est une occasion pour Martine de se sentir humiliée, délaissée. C'est étudié pour. Cela fait partie de sa stratégie, exaspérer les gens autour d'elle pour s'opposer ensuite en victime. Cet abandon lui rappelle alors celui qu'elle a déjà vécu avec son père. Le cercle vicieux complète alors sa course et le piège se referme. À force de subir son mauvais caractère et son agressivité, Michel se défend comme il peut. Il profite de la moindre occasion pour s'opposer à sa compagne. Une lutte de territoire et de caractère s'engage alors. L'un des deux devra céder. Tous les coups sont permis. Elle ne lui épargne rien, donc lui non plus. Intuitivement au moins, Michel comprend que la situation lui échappe. Il est minuit, il fait nuit, il est fatigué. Il voudrait se coucher et voit que le sommeil est retardé par une femme qui a décidé de lui prendre la tête et de s'arrêter pour fumer. C'en est trop. Il la somme de remonter en voiture. Forte tête comme à son habitude, elle refuse. Alors il démarre et la laisse sur le bord de la route, comme un chien qu'on abandonne. Il la pose donc en pleine nuit sur le bord de la route. Sans argent et sans téléphone portable, elle se retrouve obligée de faire le trajet à pied, de 15 à 17 km, en pleine nuit. Autant dire qu'elle était remontée et bien décidée à achever la conversation. Conversation qui doit forcément se finir par sa victoire à elle. Il devra l'écouter, acquiescer, lui donner raison. S'il lui donne raison, il devra reconnaître qu'elle avait raison, le même besoin de reconnaissance dont elle avait besoin avec son père. Ce même père qui a refusé de la reconnaître. Elle a 15 km pour ruminer, 15 km durant lesquels l'élastique va se tendre. Vous vous souvenez ? Il va devoir m'écouter. Cette phrase, sans complément, n'était pas un hasard. Elle n'avait pas de complément, parce qu'il n'y en a pas. Nous aimons les chiens, car ils sont des animaux sociaux, fidèles, capables d'obéir sans broncher et parcourir des centaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Il va devoir m'écouter signifie simplement que, en bon toutou, Michel devait plier sans broncher. Sauf qu'il a bronché. En la laissant sur le bord de la route,
Il a inversé les rôles. Elle est devenue le chien qu'on abandonne et qui devrait retrouver son chemin et son maître. Il a repris le contrôle, elle a perdu le contrôle. Rien n'est plus terrible pour un individu assoiffé de contrôle que de perdre le contrôle. Cette situation ramène Martine des années en arrière, quand son père la négligeait, la mettait de côté. L'histoire se répète encore. Et si l'histoire se répète, elle se retrouvera bientôt à la rue. Alors, elle marche et rumine. Elle doit trouver un moyen de reprendre le contrôle de la situation. La technique habituelle est de discuter. Les manipulateurs sont des maîtres dans l'art de manipuler les gens. Elle saura le convaincre. Sauf que, quand elle arrive, il dort. Donc, elle ne peut pas le convaincre, puisqu'il ne peut pas l'entendre. Elle pourrait attendre le lendemain, mais il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, dit le proverbe. Sagesse populaire ? Oh que non. Pas entre les mains de ce type d'individu. En pleine nuit, encore fatigué et endormi, la volonté n'est que moins vaillante. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir de lui la soumission. Elle gagnera par forfait. Sauf que ça ne joue pas comme prévu. Il dort, le bougre. Comment ose-t-il dormir alors qu'elle va si mal ? Comment ose-t-il dormir après l'avoir abandonnée sur le bord de la route ? N'a-t-il donc aucune pitié, aucune compassion, aucune empathie ? Elle doit donc changer de stratégie, trouver quelque chose pour le forcer à agir selon ses désirs à elle. Comme elle se prépare à l'action, hop, une nouvelle cigarette. En femme, elle est consciente de l'asymétrie physique par rapport à son compagnon. Pour être écoutée, elle doit rétablir l'équilibre. Son regard tombe sur une arme prête à l'emploi, car utilisée pour faire fuir les chiens errants. C'est parfait. Dictateur est le mot qu'elle a employé pour décrire son père. C'était un dictateur. Entre guillemets, bien sûr. Hein. Mais c'était quelqu'un qui ne pensait que... Pour lui, c'était la force, la puissance et la gloire. Hein. C'est pas tout... Oui, c'était ça. Et j'ai voulu lui ressembler pendant des années parce que c'était mon idole. Hein. Et je vous ai demandé de bien faire attention à ce qu'elle dit et comment elle le dit. Que fait un dictateur pour forcer les gens à agir selon ses désirs ? Il leur met une arme sous le nez. Elle décide donc d'employer la même méthode, pour le forcer non pas à l'écouter, mais à se plier à ses exigences. Parce que si cela continue, s'il continue à se rebeller contre elle, il lui demandera bientôt de quitter les lieux. Elle n'est pas chez elle, elle dépend de lui. Et il n'y a rien de plus terrible pour une personne en besoin de contrôle que de dépendre des autres. Elle revient donc dans la chambre, armée, le réveille, le menace d'une arme, et ses efforts sont à nouveau réduits à néant, parce que ça ne l'impressionne pas, parce qu'elle ne l'impressionne pas. Il lui dit de poser l'arme où elle l'a prise et d'aller se coucher. Et là, elle revit les humiliations qu'elle a vécues avec son père, quand ce dernier ne lui portait si peu d'attention qu'il mettra 13 ans à la reconnaître. C'en est trop. Il ne la croit pas capable d'appuyer sur la queue de détente ? Elle va lui montrer qui elle est. Au moins là, il verra qu'elle ne plaisante pas. Et le coup part. Fort heureusement pour lui, l'arme est de petit calibre. La blessure est légère, semble-t-il. Il peut se lever et se rendre sur la terrasse. Mais il se rend compte qu'il est blessé. Les dégâts sont plus importants que prévu. La suite, nous la connaissons. Martine a-t-elle eu la volonté de tuer son compagnon ? Si les enquêteurs se sont concentrés sur les événements qui ont précédé le drame, la meilleure preuve se situe après. Martine a allongé Michel dans le canapé et appelé les secours. Cet appel est un indice que la volonté de tuer, si elle a existé, a été très temporaire et qu'elle est rapidement revenue à la raison. Attention, ça ne veut pas dire que je ne crois pas à la version de Michel.
Les individus comme Martine sont des menteurs et des manipulateurs. Rien de ce qu'ils disent n'est totalement vrai ou totalement faux. Si je devais parier, j'aurais plus de chances de gagner en plaçant ma mise sur les propos de Michel que ceux de Martine. Heureusement, la justice ne fonctionne pas de cette manière. Elle ne tire pas à pile ou face, elle se fonde sur des faits avérés. Sans fait, le doute profite toujours à l'accusé, en toutes circonstances. Ce fondement est une force, mais aussi une faiblesse, notamment quand elle s'applique aux manipulateurs. Il laisse un arrière-goût amer, comme un doute qui plane pour une justice qui n'a pas été rendue équitablement. On peut se demander cependant si la qualification ab irato n'est pas un peu passée de mode et ne devrait plus servir d'excuse, comme c'est le cas pour le crime passionnel. Dans tous les cas, on ne saura jamais qui a dit la vérité sur la situation. Était-elle au pied du lit ou à côté, en train de le réveiller? Lui a-t-elle dit « crève charogne » ou bien est-ce l'imagination de Michel Tabanou, réveillé en pleine nuit? Une des caractéristiques des manipulateurs est cette impression de toujours passer à côté de la vérité, de tomber sur des incompréhensions permanentes. Ils ne sont jamais compris, leurs propos ont été mal interprétés, comme cette fois où elle a menacé son compagnon avec un couteau et qu'elle ne voulait que menacer de crever les pneus de son véhicule. Encore une incompréhension. Curieux, n'est-ce pas, tous ces hasards? 5 ans de prison. C'est peu cher payé. Et l'obligation de soins, comment dire? Les thérapeutes sont plutôt confiants en leur propre technique. Un peu trop, peut-être. Martine fait partie de ces individus qui ne peuvent pas être aidés parce qu'ils ne veulent pas être aidés. D'ailleurs, l'obligation de soins vient parce qu'elle refusait de voir des thérapeutes de son côté. Mais ils ne pourront rien faire. Ce qui joue contre eux, le fondement même de leur profession. Ils sont payés pour cela. Plus la thérapie dure longtemps, plus ils sont payés. Ce qui les incite à prendre leur temps. Et plus la thérapie dure longtemps, plus un manipulateur peut apprendre de son thérapeute et lui dire ce qu'il veut entendre. Les manipulateurs sont doués pour ça. Elle finira par leur dire qu'elle a compris la leçon et qu'elle est prête à rentrer dans le droit chemin. Personnellement, j'en doute fortement parce que je n'ai jamais vu un seul manipulateur se repentir à la suite d'une thérapie. En revanche, j'ai souvent vu des manipulateurs s'enorgueillir de manipuler leur thérapeute. Bon, il ne faut pas se leurrer non plus. Les manipulateurs pensent très souvent qu'ils sont plus malins que les autres, même quand ça n'est pas le cas. Pour conclure, que pouvons-nous dire? Encore une fois, une arme à feu n'est pas un jouet. Posséder une arme sans respecter les règles de sécurité, à savoir stocker l'arme déchargée et mettre les projectiles à part, en sûreté, dans un coffre fermé, est la première des contraintes. De plus, est-il bien raisonnable d'avoir une arme chargée à portée de main quand on a sous le même toit une personne qui vous a menacé avec un couteau? Le premier danger des armes à feu est de se retourner contre leur propriétaire ou l'un de ses proches. Une fois de plus, la règle est vérifiée. Les blessures infligées à Michel interviennent dans le cadre d'une dispute conjugale. Ils ne sont pas mariés, mais vivent ensemble, une relation sentimentale, sous le même toit. C'est tout comme. Michel est une victime de plus de violence conjugale. Il aurait pu en mourir. Comme une violence domestique sur 2, l'alcool est une composante essentielle de la conséquence. Les deux revenaient d'une soirée où ils avaient bu. Une fois de plus, la règle est vérifiée. Si la violence conjugale n'a pas été évoquée au cours de l'enquête ou du procès, c'est parce que nous considérons, bien souvent à tort, que les femmes ne sont pas un danger crédible. Même encore aujourd'hui, nous avons tendance à sous-estimer la violence des femmes au sein du couple,
Or, statistiquement parlant, il n'y en a aucun qui soit moins violent que l'autre. Selon les études récentes, les femmes sont aussi violentes, mais leur violence est généralement d'une autre nature. Lorsqu'elles s'en prennent physiquement à leur partenaire, elles sont généralement inférieures en force physique. Si le partenaire se défend, alors elles perdent, ce qui donne l'impression que ce sont elles les victimes. Il faut donc bien faire la part des choses et se garder de condamner hâtivement l'homme. Mais posez-vous la question, si les rôles avaient été inversés, n'auriez-vous pas pensé immédiatement aux violences conjugales? Si nous sous-estimons la dangerosité d'une femme, nous sous-estimons la dangerosité des individus immatures. Leur force principale étant la parole, nous négligeons trop souvent la violence de leurs propos et également que cette violence verbale est l'expression d'une stratégie qui ne conduira qu'à l'échec, une victoire à la Pyrrhus. L'escalade est inéluctable, notamment parce que les débuts ne sont juste que des mots, rien que des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Difficile de porter plainte pour des disputes ou des violences psychologiques. Elle a donc enchaîné les partenaires, sans jamais être arrêtée, interceptée, stoppée. Pourtant, de l'aveu même des témoins, Martine Méo ment beaucoup et à tout le monde. Les compagnons qui ont croisé sa route ne veulent plus entendre parler d'elle. C'est le signe d'un individu toxique, toxique pour elle et toxique pour les autres. Et si vous vous demandez si nous aurions pu l'arrêter ou l'aider, la réponse est non. Parce que nous sommes de bonnes personnes, équilibrées et sociables, nous voulons voir en les individus immatures des personnes délaissées en perdition. Que nenni. Martine aurait changé? Jamais. Ce genre d'individus ne change pas. Leur personnalité est cristallisée, piégée dans un cercle vicieux, une succession d'échecs, amenés à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Comment non pas réécrire l'histoire, mais en changer la fin. Alors il recommence, se disant que la prochaine fois, la conclusion sera enfin heureuse. Et pour y arriver, tous les moyens sont bons, notamment les méthodes les plus faciles, nécessitant le moins d'énergie et le moins d'investissement personnel, le mensonge. Une fois de plus, nous constatons que les conditions à remplir pour devenir un adulte mature et parfaitement fonctionnel sont le résultat d'un savant mélange dont l'équilibre tient sur l'épaisseur d'une lame de rasoir. Il suffit d'un peu trop d'attention ou de trop peu, d'un peu trop de protection ou de trop peu, d'un peu trop d'encouragement ou de trop peu pour que l'équilibre soit rompu. Si vous êtes un adulte parfaitement fonctionnel, votre état, sans être exceptionnel par le nombre, tient pourtant du miracle. Il fallait que toutes les conditions soient rassemblées, que les étoiles soient parfaitement alignées pour que vous deveniez l'individu que vous êtes devenu. Et ceci, vous le devez aux gens qui vous ont élevé, qui sont restés derrière vous à vous guetter dans l'ombre, sans jamais abandonner. Pensez à les remercier la prochaine fois que vous les verrez. Ainsi, Martine a été condamnée à 5 ans de prison. Si l'accusé avait été un homme, la justice aurait-elle été aussi clémente? Aurait-on usé du qualificatif ab irato? En attendant, du fond de sa cellule, Martine doit aussi purger sa peine et en profiter pour méditer sur ce qui s'est passé avant de définitivement faire la paix avec elle-même, si elle en est capable. Aujourd'hui, si tout s'est bien passé pour elle, elle devrait être sortie de sa prison. Mais il ne faut pas oublier que Martine n'est qu'un exemple parmi d'autres. D'autres individus manipulateurs et immatures traînent et rôdent. Nous sous-estimons très gravement leur dangerosité.
nous ignorons bien souvent qu'ils laissent derrière eux au moins un cadavre. Ça peut être le suicide d'une personne qui n'en pouvait plus et qui n'a pas trouvé d'autre moyen pour s'en sortir honorablement, ou une personne qui a voulu mettre un terme à cet enfer en rendant coup pour coup et qui a gagné, ou bien, dans un cas comme Martine, une agression directe par cet individu dangereux qui s'attaque à l'un de ses proches et qui tente ensuite de s'en sortir avec une pirouette. Dans tous les cas, Martine Méot est une piqûre de rappel qui devrait nous faire réfléchir à la réelle dangerosité de ce danger qui rôde, apprendre à le reconnaître, le signaler et le fuir pendant que nous en sommes encore capables. Mais ceci est une autre histoire.